Green Tech, Legal Tech, Femtech, EdTech. Êtes-vous familier avec la Deep Tech ? Quand on est chercheur dans le public, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a désormais un nom. C'est tout simplement cela la Deep Tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu le déclic et se sont dit « pourquoi pas moi ?» Élodie Chabrol, qui a elle-même été chercheuse, est allée à leur rencontre. Voici leurs histoires. Le Déclic, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs. Après une thèse conjointement à l'INRIA et au MIT de Boston, Xavier Duportet a monté sa start-up Eligo Biosciences qui fabrique une nouvelle génération d'antibiotiques pour traiter les maladies liées au microbiote. Il va nous raconter aujourd'hui son aventure. Bonjour Xavier, je suis ravie de t'avoir au micro aujourd'hui. Bonjour, ravi d'être là. Comment ça va ? Écoute, ça va pas trop mal. Alors, j'ai rappelé rapidement ton parcours. Oui. Et je vais commencer avec une question sur l'entrepreneuriat. Est-ce que ça a toujours été quelque chose auquel tu pensais ? Alors, quand on est petit en France, du coup, ça commence à dater puisque j'ai plus de 30 ans. L'entrepreneuriat, c'était pas quelque chose dont j'en avais entendu parler. Et au final, je pense que, mais dès petit, assez jeune, je pense que j'étais entreprenant. Je pense que c'est un peu une différence qui est importante à faire. Un entrepreneur, c'est pas forcément quelqu'un qui monte une boîte, mais c'est quelqu'un qui est entreprenant avant tout. Et on me pose souvent cette question, et quand j'y réfléchis, après tout ce temps, oui, quand j'étais petit, j'ai toujours, depuis assez jeune, j'ai toujours voulu organiser plein de choses, rassembler des gens, en étant délégué de classe, en organisant des soirées électro avec plein de monde. Et donc, j'ai en effet essayé de mettre en place plusieurs initiatives depuis assez jeune. Et ça s'est concrétisé avec une start-up. D'accord, donc justement, tu as monté cette start-up pendant ta thèse ? Oui. Comment t'es venue l'idée ? Est-ce que c'était un projet sur lequel tu travaillais en recherche, ou est-ce que c'est quelque chose... La boîte Eligo, qui est aujourd'hui la boîte, la start-up dont je suis le CEO, est pas ma première aventure entrepreneuriale start-up. Le déclic est venu, en fait, quand j'ai commencé ma thèse à Boston, parce que auparavant, j'ai pas mal voyagé, j'ai fait de la recherche un peu partout, à plusieurs endroits dans le monde pour voir un peu ce qui se passait dans plusieurs champs. Et j'avais, lors d'un stage en Nouvelle-Zélande sur de la métabolomique, avec mon professeur, on avait découvert une molécule avec un très fort pouvoir antifongique. Et quand je suis arrivé à Boston, on m'a dit, et que je racontais un peu ce que j'avais fait avant, on m'a dit, mais pourquoi tu montes pas une boîte là-dessus ? Et je sais de quoi tu me parles. Et en fait, comme de fil en aiguille, j'ai discuté avec plein de gens. Et puis là-bas, il y a cet écosystème et la culture de pas seulement découvrir quelque chose, inventer quelque chose, mais le transformer en produit est tellement forte. Et il fait partie de la vie d'un chercheur quasiment que, à force de discuter, je me suis dit, oui. En effet, je pourrais potentiellement avoir un plus grand impact sur le monde si cette molécule, j'en faisais quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on a déposé un brevet, il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, on sait qu'elle est géniale. Et donc, avec un ami, on a décidé de se lancer dans l'aventure. Et on a gagné plusieurs compétitions de start-up. C'était génial. À l'époque, j'étais encore très, très chercheur. C'est au tout début de ma thèse, donc vraiment focusé sur la technologie et pas le produit, qui est un des gros, un gros point de maturité sur lequel il faut toujours un chercheur qui n'a pas fait le saut d'entrepreneuriat doit maturer. Et heureusement, l'aventure s'est arrêtée rapidement parce qu'une grosse société nous a vu gagner des compétitions de start-up et a appelé l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande en leur disant surtout ne leur donnez pas le brevet, la licence pour le brevet, nous on va vous payer beaucoup plus cher upfront. Et donc ils ont récupéré la licence. Et donc l'histoire s'est arrêtée extrêmement vite, mais ce qui est génial, c'est que ça m'a fait un peu comprendre les rouages, mais encore comprendre, je les comprends pas encore aujourd'hui, 10 ans après. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais en tout cas, ça m'a fait rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat scientifique, entrepreneuriat start-up, parce que comme je disais, on peut être entrepreneur et faire plein de choses, des associations, il y a plein de choses, c'est des projets, mais là c'est vraiment une start-up. Et puis après, en fait, pendant ma thèse, je travaillais vraiment sur l'ingénierie du vivant, la biologie de synthèse, et avec les technologies, mon projet principal, en fait, j'en ai pas créé une boîte, mais la technologie a été licenciée à une boîte pharmaceutique, une grosse boîte pharmaceutique aux US, avec mon labo d'ailleurs qui travaille toujours, mon ancien labo MIT. Et en fait, à côté de ça, les vraies histoires entrepreneurs, en tout cas selon moi, ça se base sur des rencontres. Et il se trouve que
pendant mes études, alors que j'étais en master, j'ai rencontré un chercheur brillantissime qui s'appelle David Bicard, qui était à l'époque en train de faire sa thèse dans le laboratoire Didier Mazel. À l'Institut Pasteur. À l'Institut Pasteur à l'époque. Et on s'était dit, on avait déjà essayé de créer des petits trucs ensemble, une première communauté de bio et de synthèse en France avec un site web qui n'avait pas du tout marché. Et puis après, on s'est dit, on disait, bon, on aimait bien réfléchir ensemble et discuter de nouvelles techno. On était assez créatifs tous les deux. Et puis, il se trouve qu'on s'est pas vraiment quittés. Lui, après, je suis parti à Boston, enfin, entre la France et Boston, et lui était à la Rockefeller University pour faire son postdoc. On a continué à beaucoup échanger. Et puis, il s'est trouvé qu'à un moment, on est arrivé à cette idée d'utiliser les CRISPR, ces nucléases, ces ciseaux génétiques, et les retourner contre les bactéries pour tuer les bactéries. Et puis, en fait, David a fait du coup les expériences qui ont été très positives. Et c'est là, à ce moment, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire, un gros potentiel au-delà de la beauté des papillers, de l'élégance scientifique de cette invention. On s'est dit, au final, on pourrait la transférer ça en vrais produits, potentiellement, qui pourraient répondre à des vrais problèmes. Et donc ensuite, de fil en aiguille, on a créé la boîte avec nos professeurs respectifs. Donc on est 4 cofondateurs, avec David Bicard, qui est maintenant, en plus d'être le directeur scientifique d'Eligo, est retourné à Pasteur et est devenu l'un des plus jeunes directeurs de groupe à Pasteur. Donc il aujourd'hui dirige le groupe de bio et de synthèse à Pasteur. Donc il y a encore beaucoup de liens entre le public et le privé à travers Eligo et l'Institut Pasteur. Et puis les fondateurs qui sont des professeurs, du coup un professeur du MIT, un professeur de la Rockefeller University. D'accord, génial. Donc en gros, le déclic pour toi, c'était envie d'avoir un impact plus loin que les papiers Alors oui, en fait le déclic, ça a été, je pense que quand on est chercheur, en tout cas, beaucoup de chercheurs ont envie d'avoir un impact. Et pour beaucoup de chercheurs, avoir un impact, c'est publier. C'est inventer quelque chose, découvrir quelque chose. Et donc, en tant que tel, la découverte a un potentiel d'impact énorme. Et le déclic, pour moi, ça a été de voir des gens qui étaient non seulement chercheurs, mais qui m'ont fait comprendre que une invention, si elle n'est pas transformée en un produit, ça sert à rien. Ça sert, mais disons que ça ne va pas changer la vie des gens rapidement. C'est la moitié du chemin, en fait. Presque. Non. C'est le 1 centième du chemin, parce qu'au final, c'est ça qui est très complexe. Et au final, je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs, quand on se dit on monte une boîte, on va penser on a fait notre invention, tout va marcher. Transformer une invention en un produit qui marche vraiment dans le monde réel et pas dans le laboratoire, c'est, je pense, la plus dure des choses qui existent au monde. Et bien justement, j'allais te demander quels ont été les challenges que tu as rencontrés. Avant de se lancer, c'était clairement de devenir entrepreneur. Je pensais que c'était une montagne et que j'allais jamais y arriver. Et en fait, un chercheur est quand même plutôt bien, a une tête bien faite et y arrive sans souci s'il est bien accompagné. Et le deuxième challenge, c'est une fois qu'on a été créé, c'est vraiment de réfléchir au produit et toujours garder le produit en tête beaucoup plus que la technologie. Et donc de focuser vraiment notre réflexion, pas sur l'amélioration constante de la technologie, mais sur être sûr que cette technologie peut être utilisée et créer un produit qui sera robuste et fonctionnel pour répondre aux problèmes que l'on attaque. Oui, et puis on s'embête, on n'apprend pas et au final on n'évolue pas non plus. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que tes associés sont tous scientifiques au final. Oui. Et souvent, on entend, pour monter une start-up, il faut un associé scientifique et un associé plutôt business. Ouais. Et c'est pas rare, maintenant j'ai l'impression que je rencontre beaucoup de gens qui me disent mais non, en fait, nous, les 2 associés, les 2 cofondateurs, ou même 3 ou 4, etc., en fait, c'est que des scientifiques. Et souvent, j'entends justement cette histoire mais quand on est chercheur ou chercheuse, on a déjà on est un peu entrepreneur, on a une façon de faire qui change pas tant que ça, en fait. L'entrepreneuriat, au final, c'est un petit peu la même démarche que la méthode scientifique. C'est-à-dire, on a un problème, on va essayer de le dépasser, de le comprendre, etc. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que de mettre des gens dans des boîtes, c'est un peu dangereux. Il y a clairement des chercheurs qui peuvent pas être entrepreneurs. Mais comme il y a des entrepreneurs qui peuvent pas être chercheurs. Par contre, si un chercheur a la capacité de prendre conscience des enjeux business, il n'est pas obligé de savoir faire de la compta, il n'est pas obligé de... ça c'est intéressant, mais c'est pas nécessaire. Si par contre il peut comprendre les enjeux business, justement, comprendre que sa technologie, ça peut pas répondre à un problème, il faut qu'il réfléchisse à un produit. S'il accepte de pouvoir de se prendre des baffes, d'aller parler à l'extérieur, d'aller rencontrer des gens, s'il apprend à raconter une histoire, parce qu'au final ça c'est extrêmement important. Au final, en France on confond beaucoup storytelling et bullshit. Et on pense que dès qu'on fait du storytelling, c'est du bullshit.
Il y a beaucoup de gens qui font du bullshit et il y a beaucoup de gens aussi qui racontent des histoires, qui savent mettre leur science en lumière pour intéresser des gens. Il y a toujours besoin de convaincre. Au final, je pense que si le scientifique, le chercheur a vraiment en tête que une fois la technologie inventée, c'est pas fini justement, et qu'il y a encore 99% du chemin à faire, même plus peut-être, 99,9, et que il va devoir convaincre et donc se confronter à autre chose que ce qu'il connaît, sa science, et ce chercheur a tout à fait les moyens de pouvoir leader la boîte. Après, il est clair qu'en fonction des besoins de la boîte, de l'industrie, de beaucoup de choses, on peut avoir besoin d'un profil business. Si jamais tu avais quelque chose à refaire, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu ferais différemment ? Ou est-ce que tu ferais tout pareil parce qu'au final... Je ferais tout différemment. Je ferais tout différemment. Alors après, je pense que je ferais... ce qui est sûr, c'est que je recréerais cette boîte avec les mêmes personnes. Ouais. À 95%, j'embaucherais exactement les mêmes personnes. Et ça, c'est le plus important. Ouais. Je pense que l'équipe, c'est un lieu commun, hein, tout le monde le dit, mais je pense parce que c'est vraiment vrai. La technologie, au final, c'est pas très grave. L'important, c'est l'équipe. Sans l'équipe qu'on a embauchée jusqu'à présent et sans les personnes, je pense qu'on serait pas arrivé jusqu'où on est. Et on n'est pas très loin encore. Hein. Tout le monde dit... encore qu'on est très successful, mais on a juste été successful à lever de l'argent. Ouais. Maintenant, il faut que... du coup, on est très très loin d'être successful, d'être une boîte successful. Pour nous, quand on arrivera à traiter un humain, ce sera ça le succès. En fait, je poserai des questions qui tuent beaucoup plus tôt. D'accord. Et ça, c'est un truc, c'est dès le début... même si on est extrêmement ambitieux, pour chaque projet, surtout en sciences, on n'attrape pas un poisson avec un filet qui a des trous. Et parfois, on ne veut pas voir les trous. Est-ce qu'il y a des futurs projets que tu as avec Eligo ou avec autre chose ? Plein de projets avec Eligo, on a plein de projets. Là, on va avoir plein de bonnes nouvelles, je pense, d'ici la fin de l'année à annoncer. À côté de ça, j'essaye moi toujours de pousser l'écosystème français, l'entrepreneuriat scientifique, parce que je pense qu'on a un petit peu de retard à la fois dans la structuration de notre écosystème, mais il y a plein d'initiatives qui avancent. Je suis plus officiellement président d'Hello Tomorrow, mais il y a plein de projets pour Hello Tomorrow et j'invite tous les chercheurs qui réfléchissent à l'entrepreneuriat à rencontrer des gens qui ont sauté le pas dans toutes les disciplines du monde entier, à aller à Hello Tomorrow, la conférence, parce que c'est un peu, moi quand je l'ai créé, c'était pour créer ce déclic aussi. C'est-à-dire que les gens, quand ils y vont, les retours qu'on a, c'est au final, c'est génial d'entreprendre dans la science. Ça y est, on arrive à la fin de tout ça, de cette rencontre. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ou un conseil à donner à quelqu'un qui aurait éventuellement envie de se lancer ? Alors oui, un conseil peut-être à contre-courant, mais qui est de ne pas se lancer trop vite. Aujourd'hui, tout va dans la vitesse. Ça paraît génial de créer une boîte et on pousse les gens à créer des boîtes. Il faut qu'on crée plein de boîtes, mais il faut que les boîtes soient créées pour les bonnes raisons, sur les bonnes bases. Et du coup, le mot de la fin, c'est vraiment d'inviter les chercheurs à... Et c'est pas un pitch pour Deep Tech Founders, mais c'est parce qu'on a créé Deep Tech Founders pour répondre à ce problème, parce que c'est un problème vraiment important, mais c'est d'inviter, que ce soit avec Deep Tech Founders ou d'autres formations, d'autres accélérations, inviter les chercheurs à réfléchir le plus possible, de se poser les bonnes questions et de discuter avec les gens pour savoir quelles sont les questions à se poser avant de monter sa boîte. Et de profiter, je pense, d'être au sein de leur laboratoire pour maturer leur technologie, réfléchir à ces questions, mais pas en restant dans son laboratoire dans la tête. Il faut sortir et aller discuter avec plein de monde pour se poser les bonnes questions, mais pas créer trop tôt sa boîte, parce que quand on monte une boîte en deep tech, c'est pas en 2 ans que ça marche, c'est en 10 ou 15 ans. Et donc il faut être prêt à se dire, je vais passer pas 100%, mais 150% de mon temps, je vais sacrifier des relations, je vais sacrifier ma vie avec ce projet pendant 15 ans. Et se dire au bout de 15 ans, si ça n'a pas marché, parce que dans 95%, 99% des cas, ça ne marchera pas, de se dire, je serai prêt à ne pas avoir de regrets. Okay. Et donc ça, je pense il y a tout le côté clinquant de l'entrepreneuriat, de dire, oui, je vais monter ma boîte. Mais derrière ça, c'est beaucoup de challenge, beaucoup de joie, mais beaucoup de peine aussi. Et donc, il faut vraiment se poser la question et les bonnes questions et être sûr avant de se lancer. Merci beaucoup. C'était très inspirant. Merci pour cette rencontre et pour cette interview. Merci de l'avoir organisé. Et bonne journée. Merci. Bonne journée à toi aussi. Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de Chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.